Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de décryptage consacrée à la cybersécurité. C'est devenu un sujet de préoccupation pour tout le monde. La France est le 5e pays le plus visé par les attaques au ransomware. 90% des établissements de santé en France ont subi au moins une tentative d'attaque l'an dernier. On va tenter de comprendre pourquoi et quelles sont les parades avec nos 3 experts en plateau. Philippe Haïk, directeur académique de Essier IT. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une école d'expertise numérique. Vous formez notamment les étudiants au métier de la cybersécurité. À vos côtés, Nicolas Servage, directeur général d'Apixit. Bonjour également à vous, société de services aux entreprises spécialisée dans la cybersécurité et les infrastructures digitales. Et Sébastien Hannequin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de 123CS du groupe Verso Healthcare, groupe spécialisé dans le secteur de la santé et on le verra, c'est important puisque les données de santé ont un statut bien particulier. D'abord, un état des lieux. Je vais vous donner 2 affirmations, je pense que vous allez être d'accord. Il y a de plus en plus d'attaques informatiques et leur nombre va continuer d'augmenter. Nicolas. Oui, c'est tout à fait exact. Et comme vous le disiez, ces chiffres sont exponentiels. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les usages ont évolué. Depuis notamment le Covid, on a vu s'accélérer les phénomènes de mobilité, de télétravail. Également avec l'arrivée du cloud depuis quelques années, on a des surfaces d'attaque beaucoup plus grandes puisque on souhaite avoir des systèmes d'information ouverts avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Et puis également des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui permettent désormais à des apprentis sorciers de se lancer dans le monde de la cyberattaque informatique. Philippe. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pendant le Covid, c'est 400% d'augmentation des attaques. Je crois qu'en 2022, une entreprise sur 2 déclarait avoir été victime d'une attaque cyber. Donc, effectivement, c'est plutôt préoccupant. Oui. Sébastien, il y a aussi l'appât du gain pour les hackers, puisqu'on sait que les données de santé, et c'est votre secteur d'activité, elles valent particulièrement cher sur le darknet. Tout à fait. Une donnée de santé de quelqu'un sur le darknet se vend en moyenne 350 €. Ouais. Quelques dollars seulement pour des données bancaires. Tout à fait. Pour donner un élément de comparaison. Quels sont les types d'attaques les plus fréquents, Nicolas? On parle beaucoup des ransomware, alors en français on dit rançongiciel, mais est-ce que ce sont réellement les types d'attaques les plus courants? Alors, ça reste évidemment un type d'attaque extrêmement fréquent, mais la première, et de loin, c'est le phishing, l'hameçonnage en français. Aujourd'hui, vous cliquez sur un lien dans un mail et vous faites piéger assez facilement. Est-ce que les entreprises ont conscience du risque? Vous qui aidez les entreprises justement à se défendre contre les attaques? Alors je dirais que heureusement les mentalités ont évolué. Les grandes entreprises sont depuis de très nombreuses années parfaitement conscientes du risque lié à ces attaques. Aujourd'hui, on sent qu'il y a encore un travail à mener, même si les choses se sont améliorées depuis quelques années, au niveau des ETI, des PME, des TPE, des professionnels qui n'ont pas conscience que la pérennité de leur activité est en jeu. Mais est-ce que les budgets sont à la hauteur? Alors, je dirais que très clairement, les entreprises engagent des budgets de plus en plus conséquents et dans un marché où de l'informatique, où l'inflation fait rage, on voit des DSI qui n'hésitent pas à continuer à investir massivement sous la pression parfois des présidents et des dirigeants de leurs entreprises, parfois au détriment d'autres budgets IT, mais on sent que la cybersécurité, il y a une vraie prise de conscience. Mais ça n'est pas vrai dans le secteur de la santé, Sébastien. Les budgets restent très insuffisants par rapport à la menace. Tout à fait. Il y a 2 aspects. Le premier, c'est que sont alloués que 0,1% du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'établissement. Donc c'est dérisoire. Tout à fait. Et le deuxième, c'est qu'ils ont du mal à recruter parce que ils n'ont pas forcément les moyens de s'aligner sur les marchés par rapport aux personnes qu'ils ont besoin pour pouvoir répondre à cette problématique. Nicolas, comment est-ce que vous intervenez chez Apixit pour aider les entreprises? Est-ce que vous leur apportez des outils? Est-ce que vous leur prodiguez des formations? Alors, la première chose qu'Apixit réalise, c'est généralement une cartographie des risques liés au système d'information. Parce que ça permet en quelques jours et pour un budget tout à fait dérisoire d'avoir une vue d'ensemble. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir identifier qu'est-ce qui a déjà été réalisé, qu'est-ce qui reste à faire, en tenant compte, et ça c'est extrêmement important, des enjeux et de l'activité propre à chaque entreprise. On ne va pas avoir tout à fait la même approche si vous êtes dans un environnement industriel ou dans un environnement de service. Et évidemment, bien sûr,
on sait que l'humain joue un rôle fondamental, donc la sensibilisation des collaborateurs est souvent une préconisation. Mais pendant longtemps, la formation, c'était des formations en ligne. Aujourd'hui, il y a des méthodes un peu plus radicales. On teste des collaborateurs en leur envoyant des pièges. Oui, alors c'est bienveillant évidemment, on ne renvoie jamais personne derrière, mais on fait par exemple, ça nous est arrivé de déposer des clés USB dans un bâtiment pour voir comment réagissaient les collaborateurs. Est-ce qu'ils ramenaient ces clés USB auprès de la DSI ou si ils les mettaient dans leur ordinateur pour voir ce qu'il y avait dessus. On est d'accord, l'erreur, c'est de la mettre sur son ordinateur. Évidemment. Ouais. Philippe, est-ce qu'on a suffisamment d'ingénieurs, de techniciens en France pour lutter contre cette menace cyber? Alors je pense que la réponse est assez claire, un non. On manque d'ailleurs de tous les profils, en termes de, parce qu'on parle souvent des experts et donc plutôt des profils Bac plus 5 qui sont très demandés par les entreprises. Mais c'est vrai que la pénurie s'applique à tous les métiers, enfin tous les professionnels de la cyber, du Bac plus 2 au Bac plus 5. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, donc dans notre école, on a une diversité d'offres de formation qui adressent l'ensemble de ces publics, de façon à pouvoir fournir des futurs embauchés à tous les niveaux dans les entreprises. Et on s'adresse pas seulement aux jeunes qui suivent leurs études, enfin en termes de formation initiale, mais également on travaille sur la formation continue, puisqu'on l'a dit, que il est important de former les collaborateurs, et donc il faut pouvoir proposer des offres de formation aux entreprises pour les accompagner dans la montée en compétences qui est nécessaire pour suivre les évolutions du secteur. Là, vous soulevez un point intéressant. Dans la sécurité informatique, c'est important de se mettre à jour régulièrement. C'est toujours une course contre la montre? Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est une caractéristique qui est assez globale sur le numérique, parce que quand on parle d'IA, on a les mêmes problématiques. Il faut se mettre à jour assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'en cybersécurité, c'est particulièrement sensible. D'ailleurs, nous, on s'amuse souvent à faire des concours au sein de nos équipes étudiantes. On les met d'un côté, c'est les hackers, et de l'autre côté, c'est les services de DSI qui protègent les systèmes. Et l'idée, c'est effectivement de faire preuve d'inventivité, de créativité pour trouver les failles, pour apporter les corrections. Donc on est vraiment dans l'apprentissage permanent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne à nos étudiants. On leur apprend avant tout à apprendre. Combien d'étudiants en formation? Alors on a 1250 étudiants sur l'ensemble de nos formations, donc ça ne concerne pas que la cybersécurité, puisqu'on fait aussi de l'informatique plus globalement, de l'IA, de la domotique, de la robotique. Et c'est à peu près 500-600 étudiants qui sortent chaque année de l'école. Faites une parenthèse sur l'IA, c'est intéressant, je pense qu'on sera tous d'accord aujourd'hui, c'est indispensable? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une arme qui sert à la fois aux hackers et aux gens de la cybersécurité, qui ont pour but de protéger. Oui, exactement. À Pixit, comme d'autres entreprises, évidemment, nous commercialisons et nous implémentons des solutions sur lesquelles l'IA est fondamentale et apporte des vraies avancées, notamment en s'appuyant sur le big data, sur l'automation. Et ces éléments nous permettent, par exemple, de faire de l'analyse comportementale et donc d'anticiper finalement des attaques qui sont sourdes, c'est-à-dire qui à travers des signaux faibles et qui peut-être peuvent nous permettre d'identifier qu'une attaque est en cours de préparation. Sébastien, pourquoi les hôpitaux, pourquoi les établissements de santé sont particulièrement visés? On en parle très souvent dans la presse, sur BFM notamment, mais ce qu'on dit moins, c'est que 90% des établissements de santé ont subi au moins une tentative d'attaque l'an dernier. Enfin, c'est colossal. Tout à fait. Ce sont des cibles faciles pour les hackers parce que le budget alloué est faible, on l'a dit, et les mises en place réalisées ne sont pas à la hauteur de la protection qui doit être attendue. Du coup, forcément, on se retrouve avec des hackers qui vont cibler finalement ces cibles-là parce que pécuniairement, c'est extrêmement intéressant pour eux. Parce que les rançons peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros. On l'a vu sur certains établissements récemment. Et même si demain, ils arrivaient à se mettre à jour, de toute façon, il faudrait que la donnée elle soit protégée aussi dans l'hébergement de données de santé. Est-ce que la multiplication des outils numériques, donc des données de santé, rend aussi les structures de santé plus vulnérables? Tout à fait. Plus vous avez d'informatique, plus vous informatisez, plus vous avez d'outils, d'objets connectés. Et plus vous vous retrouvez avec des possibilités d'attaque, sachant qu'elles peuvent être de l'extérieur comme de l'intérieur, on l'a vu avec mes collègues. Et de toute façon, ça passera par l'accompagnement,
l'éducation finalement à ces problématiques-là qui vont faire qu'on aura moins d'attaques. Quelle est la spécificité de votre offre? Comment est-ce que vous intervenez? Alors en fait, nous on a créé une offre sous format assurantiel. Cette offre-là, en fait, elle représente plusieurs parties. À l'intérieur, vous avez une première partie qui est l'audit finalement et l'accompagnement, le rapport d'audit. Ensuite, on accompagne sur le long terme en fait les établissements et on les aide jusqu'à une attaque éventuelle. Et après, on les aide aussi sur la partie communication. Puisque quand vous avez une attaque dans un établissement, ce qui est important, c'est de se dire OK, j'ai eu une attaque, mais derrière, vous avez 6 mois où vous avez une perte d'activité de l'ordre de 40%, ce qui est énorme, en plus d'avoir une attaque et d'avoir fait une mise à jour de vos infrastructures. Ouais, donc c'est vraiment effectivement important pour ces établissements d'être préparés, de savoir gérer les attaques. On a pris conscience, j'ai l'impression, assez tardivement de la valeur de la donnée. Peut-être pas vous, parce que c'est votre métier, mais les chefs d'entreprise. Avant, on nous expliquait que les sauvegardes, il fallait en avoir plusieurs, sur différents supports, stockés à différents endroits. Mais ça, c'était pour reconstruire le système en cas d'attaque. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre des données. Vous êtes d'accord, Nicolas ? C'est une évidence. Aujourd'hui, la valeur patrimoniale d'une entreprise repose sur ces données. D'ailleurs, la plupart des startups qui se construisent aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur des licornes, par exemple ? C'est les données clients. Et donc, il y a eu une prise de conscience de la part des dirigeants, de sorte à ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai de plus en plus de dirigeants qui se posent eux-mêmes la question et qui vont voir par eux-mêmes leur DSI ou leur responsable de la sécurité des systèmes d'information pour dire mais attends, est-ce qu'on est bien protégé? Et si c'est pas le cas, ils sont prêts à avoir des budgets assez conséquents dans ce domaine-là, quitte à faire peut-être des coupes franches dans d'autres domaines. Donc vous êtes en train de me dire que c'est devenu un sujet COMEX ou direction générale? Ah mais clairement, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un sujet transverse, connexe à une activité principale. La difficulté, c'est que les entreprises, leur métier, c'est pas la cybersécurité. Apixit, c'est notre métier. D'où l'importance, effectivement, pour ces entreprises de s'appuyer sur des acteurs comme Apixit pour les accompagner. Bien sûr qu'ils peuvent internaliser certaines fonctions, mais on l'a vu, on a des difficultés en matière de formation, de recrutement et de maintien du personnel dans les entreprises et puis surtout avec la génération Y qu'on a du mal à accrocher. Et c'est là où effectivement l'intérêt c'est aussi de travailler en écosystème, c'est-à-dire que généralement vous n'avez pas un seul prestataire, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur un guichet unique comme Apixit, mais Apixit a cette capacité à travailler avec un écosystème parce qu'on peut pas, on a parfois besoin, notamment lorsqu'il y a des cyberattaques qui sont avérées, qui plus est souvent le week-end, de venir travailler avec une force de frappe et donc de s'accompagner d'un écosystème et de confrères. Philippe, Sébastien, vous êtes d'accord? L'écosystème, c'est important, c'est la façon de travailler dans votre secteur? Tout à fait. On a l'habitude de travailler ensemble et on se côtoie régulièrement. L'objectif, c'est d'aider finalement les entreprises en difficulté. La place de l'humain, on dit souvent que c'est le maillon faible. Il y a une blague que je dis souvent dans cette émission, mais le maillon faible, il est entre l'ordinateur et la chaise en matière de cybersécurité. Quelle est la place de l'humain dans votre enseignement? Alors, il est très important parce que effectivement, on n'a pas parlé on n'a pas parlé du tout des contenus, mais c'est vrai que bon, pour être un expert en cybersécurité, il faut forcément des compétences techniques très poussées. Et on en a parlé. Il faut des fois des niveaux d'expertise qui dépassent largement même une formation de type Bac+5, puisqu'il faut des années d'expérience pour savoir gérer des crises et trouver des solutions techniques qui sont adaptées. Mais bien sûr, comme on l'a dit, il y a toute une partie d'accompagnement du changement, d'acculturation des salariés qui est essentielle. Donc effectivement, la partie management, la partie compétences comportementales est intégrée dans les enseignements qu'on fait. Typiquement, on parlait de gestion de crise. C'est vrai qu'en termes de communication, c'est indispensable que les informations techniques soient en lien avec les messages qui sont portés à l'extérieur pour rendre acte, Ouais. Vous dites essentiel, indispensable. C'est vrai qu'on peut ruiner des efforts techniques avec des comportements qui ne sont pas adaptés. Vous disiez, Sébastien, en préparant cette émission, qu'il y a un test généralement infaillible dans les structures médicales. Tout à fait. En fait, il y a une solution très simple pour hacker un établissement. Vous prenez un rendez-vous avec la direction et au moment de sortir, vous avancez vers quelqu'un qui est sur un ordinateur. Vous lui dites que vous êtes mandaté par le directeur pour pouvoir regarder s'il y a une mise à jour qui a été faite, si tout va bien sur le logiciel X ou Y. Et de ce fait, automatiquement, dans 100% des cas, vous avez quelqu'un qui vous met le code et qui vous donne accès et qui vous laisse le poste. Mais c'est effrayant.
Tout à fait. Les autres types d'attaques, vous avez d'autres idées? Des choses qui sont... on a beaucoup parlé du piège au président. Il y a un grand classique, c'est ce qu'on appelle le brute force, c'est-à-dire forcer un mot de passe. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, y compris pour des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes. Donc vraiment, on en parle très très souvent, c'est avoir des mots de passe robustes qui ne sont pas évidemment écrits juste sur le post-it qui est laissé sur l'écran de l'ordinateur. C'est du basique, mais finalement, ça reste malheureusement d'actualité. Des gens qui ont mis leur date de naissance, leur adresse, enfin des éléments qui sont en lien avec leur personnalité. Or, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que parmi les hackers, vous avez aussi des gens qui font ce qu'on appelle de l'intelligence sociale, c'est-à-dire qu'ils vont regarder sur les réseaux sociaux, ils vont se renseigner sur vous, récupérer des informations. Le prénom des enfants, Et voilà, voir quels sont vos centres d'intérêt. Et donc là, c'est pas du brute force, c'est des tentatives de collecter de l'information pour ensuite soit essayer de retrouver votre mot de passe, soit finalement entrer en communication avec vous pour ensuite faire du phishing. Mais ça, c'est un élément. Donc on voit bien que l'humain, il est important parce que vous pouvez avoir des attaques très élaborées. Les chefs d'entreprise qui nous regardent, s'ils se font attaquer, il faut payer ou pas la rançon? Jamais. Ça, c'est ce que vous dites à vos clients. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants? Jamais également. Et la pratique fait que les entreprises payent ou ne payent pas les rançons? Il y a une partie qui paye, mais il ne devrait pas, parce que de toute façon, sur le Darknet, après, vous êtes, on vend votre nom, votre adresse, votre société, comme quoi vous avez payé. Cible qui accepte de payer. Donc, de toute façon, Donc, dans les 4 dans mois, l'engrenage et s'assurer d'une attaque à suivre. c'est ça. Ouais. Dans les 4 mois, vous en aurez une autre. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise, sujet compliqué, on l'a compris, et en plein développement. Philippe Haïk, directeur académique de Essier IT, école d'expertise numérique. Nicolas Servage, directeur général d'Apixit, société de services aux entreprises spécialisée dans la cybersécurité et les infrastructures. Et Sébastien Hannequin, directeur général de 123 CS, ça fait partie du groupe Verso Healthcare. Et vous êtes, on l'a compris, spécialiste du secteur de la santé. À très bientôt pour une nouvelle édition de Décryptage.